À la veille du 11 novembre, on ne pouvait pas ne pas parler de ce moment important de l'histoire de notre pays. Pour ce faire, je vous propose d'aller à la rencontre d'un passionné, nom de code François Béranger, qui nous offre de découvrir sa collection privée autour de la guerre 14-18. Et quand même, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'y a aucun musée autour de la Première Guerre mondiale, ni en Bretagne, ni en Normandie, donc ce lieu mérite d'être découvert. Allez, on y va! Comme je viens de vous le dire, nous venons d'arriver à Saint-Calais-en-Saulnois, précisément au lieu dit Courgimère, et je viens de retrouver François Béranger. Bonjour François, ça va bien? Bonjour madame. Oui, très bien, merci. Alors, expliquez-nous où nous trouvons-nous. Nous sommes dans un musée, mais ce n'est pas n'importe quel musée, puisque c'est le vôtre. C'est une collection personnelle à l'origine. Et après, en fonction du temps, je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi ne pas le partager avec les gens qui pourraient éventuellement voir? Tout le monde ne peut pas collectionner. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça visible pour tout le monde. Et je reçois des écoles qui sont très intéressées. Et comme ça, je trouve ça beaucoup mieux que les livres. Ah bah oui. C'est du concret. Et d'époque. Alors précisément, justement, pour le coup, parce que vous nous plongez quand même dans une période spécifique de notre histoire, de l'histoire de notre pays. D'où vous vient cette passion pour cette période? Eh bien voilà, moi j'ai grandi dans l'Aisne. Et l'Aisne, pendant la Première Guerre mondiale, faisait partie du front. Alors donc c'est pour ça que moi j'étais gamin, j'allais dans les bois, je trouvais des choses dans les bois, on n'avait qu'à ramasser en fin de compte. Hein. Alors dans les années 70, on trouvait tout, c'était plus ou moins rouillé, mais ça ressemblait encore à quelque chose. Et c'est de là est venue cette passion. Et donc après j'ai commencé à me dire, mais pourquoi à quoi ça servait, comment ils pouvaient vivre avec ça. Une question en a poussé une autre. Et à force, je me suis intéressé. Donc là, il a fallu que je prenne des documents et tout ça pour pouvoir mettre tout bout à bout. Alors, justement, c'est une collection qui est quand même énorme. Ça représente, vous savez, combien d'objets vous avez et sur combien d'années, surtout, vous avez réussi à réunir tout ça? Ça fait une quarantaine d'années que je collectionne. Mais auparavant, j'étais gamin, je collectionnais déjà. Je regrette bien de ne pas avoir regardé ce que je trouvais à l'époque. Hein, depuis 80, j'ai recommencé. Et donc, oui. Justement, précisément, vous les trouvez où, tous ces objets? Je les trouve ou par Internet, hein, ou dans les vides-greniers, ce qui est assez rare. Je ne suis pas trop du matin. Hein, mais sinon, je les trouve aussi par des dons. Les gens qui préfèrent me donner plutôt que de retrouver ça dans un vide-grenier. Alors ils préfèrent me le donner, comme ça, d'ailleurs, ils en sont très contents. Et de temps en temps, ils viennent voir ce que j'en ai fait, quoi. Ouais. Donc ce sont vraiment des objets d'époque. Alors pour le coup, on a plein de scènes du quotidien, parce que c'est ça en fait l'idée c'est de plonger les gens dans le quotidien de ces personnes. Et donc là, par exemple, on est dans le musée et on a une chambre, je dirais, une chambre de fortune qui a été reconstituée. Oui, c'est ce qu'on appelle une cagna. C'est un abri qu'il y avait dans les tranchées, alors qui servait plus souvent pour les officiers. Hein. Mais c'est exactement comme ça qu'elles étaient faites, en fin de compte. Hein. Et d'ailleurs, on voit encore les stigmates de la guerre, quoi. Regardez, des trous de balles, a priori. Des trous de balles, des trous de shrapnel, des éclats d'obus. Hein, tenez, je vous les montre même. Et voilà ce qu'on peut trouver. Hein. Alors, ça, dans le corps d'un homme, ça ne faisait pas de cadeau. Hein. Vous voyez, ce sont des billes en acier, ce qu'on appelle des shrapnels. Et regardez sur la tôle, avec la force que ça pouvait transpercer. Ces tôles viennent de Verdun. Hein. Voilà. Et c'était bon. Vu les dégâts que ça pouvait faire dans la tôle, on imaginait aisément que dans un corps humain, c'était une horreur. Hein. C'était mortel. Oui. D'ailleurs, la chirurgie, tout ça, a fait une grosse avancée. À cause de la Première Guerre mondiale, il a fallu réparer les soldats. Puis pas toujours avec ce qu'il fallait, ils n'avaient pas toujours de la morphine. Hein. Alors c'était assez barbare. C'était assez barbare. En l'occurrence, donc ça c'est une chambre qui était plutôt pour les officiers parce que finalement les autres, les soldats dormaient dans les tranchées. Ils dormaient plutôt dans les tranchées, oui. Ils restaient 8 jours dans les tranchées. Après ils allaient en repos pendant 8 jours. Hein. S'il n'y avait pas d'attaque de prévu, hein, mais c'était assez angoissant. Ouais.
Alors oui, évidemment, il y a plein de scènes du quotidien qui sont... Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette pièce, par exemple? Ce qu'on peut retrouver, l'artisanat de tranchée. L'artisanat de tranchée, alors vous voyez, là, j'ai divers objets, dont certains m'ont été donnés d'ailleurs, hein, mais je voudrais quand même vous faire remarquer celui-là. Attendez, regardez la scène de chasse qui est ciselée. Parce qu'il bon, il y avait quand même des artistes. Hein. Il y avait de toute façon, tous les corps de métier étaient représentés. Alors donc, ce qui fait qu'on peut trouver... voilà, il y avait des joailliers, bijoutiers, tout ça. Bon, et voilà. Et ça, c'était fait par des soldats. Hein. Et après, c'était ou revendu, ou échangé contre des friandises. Voilà. Ou ramené en souvenir pour les familles. Effectivement, c'était un joli travail. Alors, on a parlé des tranchées, on va peut-être justement... Vous avez fait une reconstitution, vous avez tenu à faire une reconstitution pour plonger vraiment, encore une fois, les gens dans quelque chose d'absolument concret. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille voir dehors comment ça se passe, que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. D'accord. Allez, je vous suis. Donc on a parlé juste avant des conditions très compliquées pour les soldats qui dormaient dans les tranchées, etc. Là, vous avez reconstitué donc une tranchée. Oui, surtout les moyens de défense du tranchée. Hein, et justement, comme ça a démarré le 3 août 1914, en septembre, les Français ne voulaient pas reculer, les Allemands ne pouvaient plus avancer. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? S'enterrer. Et c'est pour ça qu'ils ont fait comme ils ont pu, et donc ils ont créé des tranchées pour se protéger. Alors, il faut savoir que les tranchées, au cours de la Première Guerre mondiale, il y a eu 700 km de tranchées qui ont été faites à partir de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Hein. Alors, bien sûr, les soldats, quand c'était fait la nuit, hein, ils faisaient ça la nuit, les barbelés, tout ça, pour éviter d'être vus. Et quand ils attaquaient une tranchée, c'était une grosse appréhension, ils avaient peur. Hein, parce que sur des centaines d'hommes, il en restait très peu à l'arrivée. Hein. Hein, parce que quand il y avait les mitrailleuses en face, les barbelés... De toute façon, les barbelés, c'était fait pour empêcher les soldats, bien sûr, d'attaquer, mais ils se prenaient, ils ne pouvaient pas s'en sortir quand ils étaient pris dans les barbelés. Les capotes, tout ça, c'était... Ils étaient coincés. Ils étaient coincés, ils se faisaient tuer comme des lapins après. Hein. Alors, par contre, on a eu des petits objets qui ont été créés pour l'occasion, quoique celui-là, tenez, vous avez celui-ci, c'est un chausse-trappe. C'est un chausse-trappe. Hein. L'origine, ça date des Romains. Hein, ils avaient déjà, mais on avait gardé le principe. Et le chausse-trappe, vous le jetez, vous le faites tomber dans n'importe quel sens, il y a toujours une pointe en l'air. Alors les soldats qui attaquaient la tranchée, bien sûr, quand ils regardaient devant, à l'horizon, quoi. Hein, pour regarder... Ils ne regardaient pas au niveau des pieds. Et souvent, il y avait de la boue. Alors, ce qui fait que c'était enfoui dans la boue. Alors, donc, là, le soldat se prenait le brodequin, la chaussure, hein, dedans, hein, ça transperçait, il y avait infection, après gangrène. Et puis, on coupait la jambe. Il y a eu aussi cet autre système qu'on appelle une fléchette. C'est une fléchette. Alors, ça, c'était jeté par caisse d'avion. Ils vidaient carrément des caisses. Et c'était jeté devant les tranchées. Alors, devant les tranchées, ou les tranchées même. Hein. Mais par contre, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plombé. Alors, ça tombe toujours verticalement. Très bien. Alors, ça transperce un casque, sans problème. Alors, on va mieux se protéger. Hein. Effectivement, les pauvres, ils étaient très, très mal lotis. Hein. Oui, ils avaient vraiment... Et donc ça, ils sont d'époque. C'est d'époque, tout est d'époque ici, oui. À part ma reconstitution, bien sûr, mais tout est d'époque, oui. Très bien. Alors du coup, là on a vu la version grandeur nature. Oui. Moi ce que je propose c'est parce que votre femme partage un petit peu votre passion. Tout à fait. Et donc madame met la main à la pâte et c'est le cas de le dire. Alors François, on l'a dit, madame, votre épouse a fait un travail très très méticuleux, donc de maquette, oui. Qui représente quoi, François? Qui représente les tranchées allemandes d'une part, et de l'autre côté, on trouve les tranchées françaises. Alors tout ça est... le côté allemand paraît un peu plus organisé que le côté français, là. Pas vraiment, parce que si vous regardez, parce que ce qui détombe un peu, c'est le no man's land. Alors no man's land, c'était un endroit où rien ne poussait. Hein, il n'y avait rien, c'était vide. Rien ne pouvait pousser d'ailleurs, c'était tellement remué. Hein. Mais non, les tranchées allemandes sont présentes là, les tranchées françaises de l'autre côté, avec les soldats, bien sûr, et tout ça tiré de documents. Hein. Oui, de documents. Voilà.
Donc c'était très précis. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et puis elle s'est attardée également sur le quotidien des soldats, le moment où ils étaient au repos. Tout à fait. Alors là, nous avons une autre maquette qui représente justement les soldats au repos et qui en profitaient pour nettoyer leurs vêtements, se refaire des beautés, quoi, se raser, tout ça. Bon, et bon, ils se reposaient, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, c'est fabuleux que madame mette la main à la pâte. S'appelle comment votre épouse? Pascal. Bon, on la félicite, Pascal, pour le travail, c'est magnifique. Et alors, il y a une autre chose qui vous tient à cœur, parce qu'on vous déflore pas tout quand même, hein, il faut venir. L'idée, c'est que vous veniez découvrir ce musée. Vous avez des objets de fouille également. Oui, tout à fait. Alors là, ce sont des objets de fouille qui ont été retrouvés au cours des décennies, hein, mais il y en a, il y a 10 ans, c'était retrouvé. Hein. Bon, alors c'est rouillé, mais au moins, ça représente encore quelque chose. Alors moi, j'apprécie beaucoup les pièces de fouille. Je trouve que ça a du vécu, quoi, en fin de compte. Oui, enfin, pour le coup, alors là, il y a des objets du quotidien, mais il y a aussi des fusils. Oui, des carcasses de fusils qui ont été retrouvées en terre. Et bon, mais ça ressemble toujours à un fusil, malgré tout. Bon, et les gamelles, tout ça, les bidons d'eau ou de vin, bien sûr. Mais bon, et toutes sortes d'objets qui ont fait partie du quotidien du soldat. On va quand même rappeler le fait que ce lieu, c'est votre collection privée, mais on peut venir visiter toute l'année. C'est ouvert au public. Tout à fait. C'est ouvert toute l'année, sur rendez-vous. Alors, je vous donne le numéro 06 89 53 35 30. Voilà. Donc vous êtes très très réactif parce que vous m'avez dit, mon petit ami, que vous étiez à la retraite. Oui, maintenant je suis à la retraite, donc je suis plus disponible. Je peux m'occuper de mes poilus. C'est formidable, on les aime nos poilus, hein. C'est important de leur rendre hommage. Donc du coup, les gens vous appellent et en règle générale, ils ont rendez-vous le lendemain ou dans... Pour le lendemain, hein. Voilà, oui, pour le lendemain, c'est bon. Bon, bah, très bien, donc c'est efficace. Donc vous appelez François Béranger pour venir, lieu-dit Courgimère, je vous le rappelle. Le numéro de téléphone une dernière fois 06 89 53 35 30. Voilà, vous appelez le lendemain, vous avez rendez-vous, c'est fabuleux. Écoute, François, merci de nous avoir raconté tout ça. Moi, ça m'a, voilà, j'ai encore appris des choses, donc ça c'est fabuleux. On doit déjà vous quitter, on part à bonne étable nous maintenant. Ben, bien sûr, bonne continuation alors, et merci d'être venu surtout. Ben, nous sommes ravis, merci à vous de nous avoir ouvert vos portes, merci.